Bonjour, alors on démarre notre séance d'aujourd'hui. C'est la suite du cours sur les milieux aimantés. Je vais rappeler le vecteur excitation magnétique. Bon, en partant de la définition, tout volume de matière aimantée siège de courant d'aimantation, mais aussi il peut être parcouru par des courants réels et aussi par des courants de polarisation qui sont donnés par l'expression d de P sur dt, P étant vecteur polarisation. En régime statique, donc, vous avez les courants d'aimantation qui sont nuls. Et on écrit le théorème d'Ampère local en termes du champ B, c'est-à-dire rotationnel de B est égal à mu0 GA plus GL. Or, GA, c'est rotationnel de M. Une petite manipulation me donne rotationnel de B sur mu0 moins M égale à GL. Et le terme B sur mu0 moins M, c'est bien la définition du vecteur excitation magnétique H. Donc, en régime statique, j'ai donc rotationnel de H est égal à GL. Mais c'est juste en régime statique. Je rappelle que la relation générale, c'est de la rotationnelle de H est égale à GL plus D de D sur DT. C'est-à-dire GL plus JP plus Y0 D de E sur DT. GL plus D de P sur JP, c'est D de P sur DT. Et bien sûr, en dérivant, en mettant en facteur commun D sur DT, donc l'opérateur D sur DT, j'obtiens donc D sur dt de P plus Y0E. C'est bien le vecteur D, donc l'expression générale de rotationnel de H. Quel que soit le régime, si JL plus D de D sur dt, c'est la relation de Maxwell-Ampère. Je pense que vous l'avez vu, on est 3, donc il me semble, mais on va y revenir. Donc la relation générale, c'est rotationnel de H est égal à JL plus D de D sur dt. Mais en régime statique, les grandeurs ne dépendent pas du temps. Et ce qui reste alors, c'est rotationnel de H est égal à GL. C'est l'objet donc de notre cours, parce qu'en fait, donc c'est la magnétostatique des milieux matériels. C'est ça donc le programme de notre cours. C'est pour cela qu'on écrit rotationnel de H est égal à GL. Mais notez bien l'expression générale. Alors, une conséquence de cela, c'est que la circulation de H le long de toute courbe fermée est égale, d'après le théorème de Stokes, à rotationnel de H, au fluide rotationnel de H, à travers toute surface ouverte délimitée par la courbe fermée. S'il te plaît, acceptez les autres étudiants. Eh bien, j'ai personne, je vois personne devant moi, donc personne ne se présente maintenant. Encore une fois, je vérifie, donc personne ne se présente. Donc, j'ai rotationnel, la circulation de H long de toute courbe fermée est égale au flux du rotationnel de H à travers toute surface ouverte délimitée par la courbe fermée. Le rotationnel de H, c'est bien JL, et là, je me retrouve donc avec l'intégrale, ou bien le flux de JL à travers la surface délimitée par la courbe fermée. Ce qui me donne le courant intérieur réel. Donc, la circulation de H long de toute courbe fermée, c'est bien la somme des courants réels enlacés. Enlacés, c'est-à-dire qu'ils passent à travers la surface ouverte, la surface délimitée par la courbe fermée.
Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que dans la matière aimantée, j'ai toujours des courants d'aimantation, mais le vecteur H les ignore. Donc, je ne tiens compte que dans le théorème d'Ampère pour H que des courants réels. C'est ça donc qu'il faut garder en mémoire. La circulation de H le long de toute courbe fermée est égale à la somme des courants réels traversant la surface délimitée par la courbe fermée. Ou bien les courants réels enlacés par la courbe fermée, c'est des termes équivalents. Donc, en appliquant le théorème d'Ampère pour le vecteur H, on ignore les courants d'aimantation, on ne prend en considération que les courants réels. Je passe maintenant, je rappelle encore une fois les propriétés de B et H à l'interface entre deux milieux. À la traversée d'une interface entre deux milieux aimantés différents, les champs B et H peuvent changer de direction ou d'intensité. Ils peuvent changer de direction ou d'intensité. Alors, ce que je considère ici, je vais commencer par la relation de passage pour le vecteur B, qu'on a déjà utilisé, B1n égale à B2n. Le traitement n'est pas compliqué. Je considère donc une interface entre deux milieux 2 et 1. C'est une interface, donc c'est local, c'est au niveau donc d'un point M. Là, c'est le plan tangent. Ce que je présente ici, c'est le plan tangent à la surface, le plan tangent à l'interface. Une courbe a pour tangente une droite, mais une surface a toujours pour tangente un plan, ce qu'on appelle le plan tangent. C'est l'interface qui est présentée ici. Donc, j'ai mon point M qui est le point de la traversée. Son voisin sur la normale dans le milieu 1, c'est M1. Son voisin sur la normale dans le milieu 2, c'est M2. Donc, M1, M2 et M3, plutôt M1, M et M2 sont 3 points très rapprochés sur la normale. M se trouve sur l'interface. M1 légèrement au-dessus de M côté matériau 1. M2 légèrement en dessous de M côté matériau 2. Je considère donc comme, j'utilise la propriété de divergence de B égale à 0, qui est l'équivalent de la chose suivante. Le flux de B à travers toute surface fermée est nul. Quelle que soit la situation, on a toujours ça, c'est la relation de Maxwell qui le donne, divergence de B égale à 0. Qu'est-ce que je choisis comme surface fermée? Je choisis ce cylindre élémentaire. De base, la base supérieure est centrée en M1, la base inférieure est centrée en M2. Et de hauteur H qui tend vers 0, parce que les points M1 et M2 sont très rapprochés. Seulement, ils sont de part et d'autre de l'interface. Vous avez H qui tend vers 0. Donc, ma surface fermée est ce cylindre fermé par les bases. Ce cylindre fermé par les bases, le flux à travers le cylindre fermé par les bases est nul. C'est le flux total, ce que j'ai marqué ici, le flux total. Donc, ce flux, si le flux à travers la base 1, c'est B1 ds1. Donc, la surface de la base, c'est une surface élémentaire, donc c'est ds1. Ici, la base, c'est ds2. Et la longueur, c'est dh qui tend vers 0. Donc, le flux à travers la base supérieure, c'est B1 ds1. Le flux à travers la base inférieure, c'est B2 ds2. Et le flux latéral, c'est 0 car h tend vers 0. ds1 n'est autre que ds scalaire n, que ds fois n plutôt. ds fois n. N, c'est l'unitaire de la normale à la surface, dirigée de 2 vers 1. L'unitaire de la normale à l'interface, dirigée de 2 vers 1. Donc, ds1, c'est n fois ds. ds2, c'est moins n fois ds, comme vous le constatez ici, vous avez moins n qui est dirigé vers le bas. Tout ça, c'est égal à 0. Donc, je multiplie, enfin, je simplifie par ds et j'obtiens donc B1 scalaire n égale à B2 scalaire n. Or, B1 scalaire n, c'est tout simplement B1n, c'est la composante normale de B. B2 scalaire n, c'est la composante normale de B dans le milieu 2. Donc, quel que soit l'état de l'interface, avec ou sans courant réel,
Les courants d'aimantation, je les ai toujours dans le milieu aimanté, mais quel que soit, là, ce qui m'intéresse, c'est les courants réels. Donc, quel que soit l'état de l'interface avec ou sans courant, j'ai toujours égalité de part et d'autre de la composante normale de B. J'ai donc B1N égale à B de N. B1N égale à B de N. Donc, c'est la continuité. Cette relation exprime la continuité de la composante normale de B de part et d'autre de l'interface. Vous avez vu l'exemple en TD. Maintenant, quelle est la relation de passage pour le vecteur H? Là aussi, je considère donc mes 3 points M, M1, M et M2, c'est la même chose. Je considère cette fois-ci un contour fermé qui est ce rectangle de largeur tendant vers 0. Ce rectangle de largeur tendant vers 0 et de longueur dl. La circulation de H le long du rectangle, c'est H2 fois AB plus H1 fois CD. Sinon, la circulation sur le côté C et D, ça tend vers 0. Donc, du moment où on a BC qui tend vers 0 et DA qui tend vers 0. Donc, ce qui reste alors, c'est H2, cette circulation, c'est H2 fois AB plus H1 scalaire CD. C'est ça qui reste. Or, AB, c'est dl fois petit t, c'est l'unitaire de la tangente longitudinale. H2 fois dl fois petit t, c'est ça donc la circulation sur le tronçon AB. La circulation sur le tronçon CD, c'est H2 scalaire CD. CD, comme vous le voyez ici, c'est moins dl fois petit t. Alors, cette circulation totale, donc elle est égale à KL, elle est égale à DIL, qui passe à l'intérieur. Le DIL qui passe à l'intérieur, je circule dans ce sens. Donc, tous les courants ayant le sens de grand T, donc sont positifs. Donc, je circule dans ce sens-là. Donc, sont notés positivement. Les courants qui ont le sens contraire sont notés négativement. Donc là, je considère que DI est dirigé suivant DT. Donc, c'est pour cela que j'ai noté DIL qui passe à l'intérieur du rectangle. C'est KL scalaire DL transverse. Or, le DL transverse, c'est DL fois T, fois grand T. Là, vous avez petit t et grand T. Ce sont les vecteurs de la tangente. T, c'est la tangente longitudinale suivant AB ou suivant DC, suivant ses directions. Et grand T, c'est la tangente transversale. Il est perpendiculaire à DL. Il est perpendiculaire à DL. Grand T est perpendiculaire donc à DL. À DL longitudinal. Donc, c'est perpendiculaire à AB, c'est perpendiculaire à DC ou alors à CD. Voilà, donc je remplace DL par KL, DLT, DL transverse, qui s'écrit sous la forme de DL fois grand T. Voilà. Sur AB, j'ai donc la circulation, c'est H de T fois DL petit t, vecteur, donc sur CD, la circulation, c'est moins H1 DLT, et je simplifie donc par DL, j'ai donc H de T scalaire T, moins H1T scalaire T est égal à KL scalaire grand T. Quand grand T est égal à petit t, est égal à petit t plutôt vectoriel n, grand T, c'est petit t vectoriel grand N. Donc, vous avez le trièdre direct, grand T, petit t et N. Petit t, c'est la tangente longitudinale suivant la direction de AB. Grand T, c'est la tangente à l'interface perpendiculairement à AB.
perpendiculairement à la surface du rectangle. Et n, c'est l'unitaire de la normale à la surface. Vous avez ces trois vecteurs qui forment un trièdre direct. Grand T, petit t et n forment un trièdre direct. Donc, je peux remplacer grand T par petit t vectoriel n. Et j'ai donc un produit mixte, KL, scalaire, entre parenthèses, grand T vectoriel n. Une petite manipulation du produit, donc en utilisant la permutation du produit mixte, j'obtiens donc cette expression-là. Donc, c'est une petite manipulation de rien du tout, donc qui permet d'avoir ceci. Donc, si vous voulez, donc je voulais passer à autre chose, mais si vous voulez, on peut réserver une petite explication à cela. On peut voir qu'ici, voilà, donc ce qu'on a, c'est H de T moins H1T scalaire T égale AKL scalaire grand T. AKL scalaire T. Donc, c'est KL scalaire, grand T, on n'a qu'à voir le schéma, donc grand T, c'est petit t vectoriel n, c'est petit t vectoriel n, et là vous avez un produit mixte. Vous avez un produit mixte que vous pouvez écrire sous la forme de n scalaire. Alors, n, la permutation, donc, la permutation, j'ai donc KL T N, c'est KL, c'est N KL T, c'est aussi égal à T N KL. Voilà. Donc, c'est donc T scalaire N vectoriel KL. C'est T scalaire N vectoriel KL. Tout ça, je peux l'écrire sous la forme de T scalaire N vectoriel KL. Donc là, cette parenthèse veut dire KL scalaire T vectoriel N. C'est ce qu'on a ici. C'est la parenthèse du produit mixte. C'est aussi égal à N scalaire KL vectoriel T, c'est égal aussi à T scalaire N vectoriel KL. C'est bien ce qu'on a ici, c'est bien ce qu'on va utiliser. Et là, on peut mettre, on a égalité, chose que je peux écrire sous la forme de H de T moins H1T moins N vectoriel KL tout scalaire T. Donc, j'ai mis le scalaire T entre parenthèses. Voilà. Donc, ceci est égal à 0. J'ai donc mis, comme le produit scalaire est commutatif, donc j'ai mis T en facteur. Là, j'ai égalité. Ceci est égal à cela. J'ai donc égalité, j'ai mis T en facteur. Qu'est-ce que cela veut dire? J'ai deux possibilités. Soit que la parenthèse est un vecteur qui est perpendiculaire à T,
soit que la parenthèse est nulle. Voilà les deux possibilités. Si vous avez A scalaire B égale à 0, c'est que soit un de ces vecteurs est nul, soit A est perpendiculaire à B. Voilà donc les deux possibilités que vous avez. C'est exactement la même chose que j'ai ici. Donc, le fait de dire que c'est perpendiculaire, donc c'est des cas particuliers, or cette relation est générale. Du moment où elle est générale, donc ça veut donc dire que c'est la parenthèse qui est égale à 0. Donc, c'est la parenthèse qui est nulle. Voilà, c'est donc la parenthèse qui est nulle. Je déduis alors la relation de passage pour H, H de T, la composante tangentielle de H, moins H1T, égale à N vectoriel KL. Voilà. Voilà, c'est ça donc la démonstration complète. Je voulais vous laisser la tâche de la démontrer, mais bon, pas grave, donc voilà. H de T moins H1T, c'est N dirigé de 2 vers 1. C'est ce qu'on a noté, N dirigé de 2 vers 1, vectoriel KN. Et si maintenant, si vous êtes dans un matériau, bon, au sein d'un matériau donné, au sein d'un matériau aimanté, enfin, si vous considérez un matériau aimanté, voilà, un matériau, vous êtes au voisinage d'un point M, vous êtes au voisinage donc de l'interface, et on vous demande d'écrire la relation de passage. N pour un matériau, pour une surface fermée, toujours dirigée de l'intérieur vers l'extérieur. On vous demande d'écrire la relation de passage en M, au voisinage de M. Qu'est-ce que vous écrivez là? Donc, vous mettez la relation de passage pour H. H, matériau, matériau. H dans la matière. Moins H, là, vous avez le vide. Et là, vous avez la matière aimantée. La matière aimantée. H de T, H dans le matériau, moins H dans le vide, c'est-à-dire composante tangentielle, est égal à N, unitaire de la normale à la surface qui est toujours dirigée de l'intérieur vers l'extérieur, vectoriel KL. C'est comme ça donc qu'on écrit KL étant le vecteur densité de courant surfacique en M, KL en M. Voilà KL en M. Voilà le vecteur densité de courant surfacique en M. Et bien sûr, N, l'unitaire de la normale à la surface en M, H de T au voisinage de M, côté matériau, H1T, c'est le champ, ou bien l'excitation magnétique au voisinage de M, côté vide. Là, c'est côté vide, côté vide, et là, c'est côté matériau. Côté matériau. Voilà. Et là, N, c'est en M. M étant un point de l'interface. Voilà. C'est ça donc le sens ou bien la démonstration de ce qui est écrit ici. Donc vous le voyez, voilà. H matériau, HT matériau moins HT vide, c'est N vectoriel KL. Là, vous avez un exercice. Montrer que pour un milieu aimanté, LHI, si KL égale à 0, on a tangente θ1 sur tangente θ2 égale à μ1 sur μ2. Donc, vous avez deux milieux. Vous avez deux milieux aimantés 1 et 2. Là, je l'ai fait exprès d'inverser. Bon. Cette fois-ci, pour écrire la relation, qu'est-ce que je dois écrire? Je dois écrire H1T, toujours côté matériau, H1T moins H de T égale à N vectoriel KL. Voilà. Là, c'est H de T moins H1T. Mais là, vu le schéma, donc, qu'est-ce que je dois écrire? Étant donné que la normale est dirigée dans ce sens-là, je dois écrire H1T moins H de T est égal à N vectoriel KL. Voilà. Mettez toujours en tête que vous avez votre matériau en dessous. Et vous avez le vide, donc vous avez votre matériau. Donc, ça, c'est la courbure de la surface du matériau. Donc, vous avez votre matériau en dessous et le vide, on a toujours HT matériau moins HT vide égale à N, l'unitaire de la normale à la surface, vectoriel KL. Là, on considère KL égale à 0. Là, on considère KL égale à 0, c'est-à-dire j'ai H1T égale à H de T.
Dans le milieu 1, voilà, vous avez le champ B1. Vous le voyez là. Dans le milieu 2, vous avez le champ B2. On les a mis au même endroit parce que c'est des points très rapprochés. Donc, on les a définis pratiquement en M, c'est des points très rapprochés. Voilà, quoique, bon, pour préciser, il faut donner la précision, il faut dire que B1, c'est le champ au voisinage de l'interface, B2, aussi au voisinage de l'interface côté haut, enfin au-dessus de l'interface, légèrement au-dessus, et BA, c'est légèrement en dessous. Alors, pourquoi on avait écrit comme ça? Parce que je suis obligé d'avoir BA égale BAN égale à B2N. BAN est égal à B2N. Voilà. Donc, B2 doit avoir son extrémité ici. Maintenant, pour les vecteurs excitation magnétique, ils doivent avoir, vu que KL est égal à 0, ils doivent avoir la même composante tangentielle. J'ai donc H2, la composante tangentielle de H2, c'est celle-là, elle doit être la même que la composante tangentielle de H1. Maintenant, on vous demande de montrer ceci. Montrer que tangente θ1, voilà, θ1 c'est l'angle que fait BA avec la normale, θ2 l'angle que fait B2 avec la normale, montrer qu'on a cette relation. Sachant qu'on a deux milieux linéaires, un avec la perméabilité μR1, μ1 plutôt, et 2 avec la perméabilité μ2 ou μR, c'est la même chose. Donc, quand on parle du rapport, c'est la même chose. Alors, comment démontrer cela? Donc, il suffit d'écrire les relations de passage. Notez bien cet exercice. Voilà, il suffit d'écrire les relations de passage. Je dois utiliser une autre, peu importe. Alors, j'ai BAN égale à B de N, toujours vrai. Maintenant, c'est quoi BAN? BAN, c'est B1 cosinus θ1. C'est B1 cosinus θ1. B1 cosinus θ1. B de N, c'est B2 cosinus θ2. Voilà la relation de passage pour le vecteur B. Il concerne la composante normale. Maintenant, j'écris la relation de passage pour H. Il porte sur la composante tangentielle de H. Eh bien, qu'est-ce que je dois écrire? H1T du moment où j'ai KL égale à 0. Donc, ou bien l'interface n'est parcourue par aucun courant réel. Donc, j'ai H1T égale à H de T. H1T, c'est cette composante-là. H1T, c'est H1 sinus θ1. H1T, c'est H1 sinus θ1. Ou bien cosinus pi sur 2 moins θ1, ça revient au même. Donc, H1 sinus θ1, H de T, c'est H2 sinus θ2. Eh bien, il suffit donc de diviser. Mettons, voilà, donc la relation 1, plutôt la relation 1, la relation 2, la relation R1, mettons R1, plutôt, pour ne pas confondre avec le milieu 1 et le milieu 2, mettons la relation A et la relation B. Donc, relation A, B1 cosinus θ1 égale à B2 cosinus θ2, c'est la relation A. La relation B, H1 sinus θ1 égale à H2 sinus θ2. C'est la relation B. Alors, écrivons B sur A. B sur A. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner H1 sur B1 tangente θ1. H1
sur B1 tangente θ1 égale H2 sur B2 tangente θ2. H2 sur B2 tangente θ2. Donc, j'ai divisé terme par terme. Donc, c'est quoi maintenant la relation qui relie B1 à H1. Il s'agit d'un milieu linéaire. À chaque fois qu'on parle de mu, c'est des milieux linéaires homogènes isotropes. Donc, je remplace B1 par son expression. B1 donc, c'est mu1 fois H1. Donc, là, je remplace ici B1 par mu1 fois H1 et B2 par mu2 fois H2. Je simplifie par H1 et je vais donc avoir tangente θ1 sur mu1, tangente θ1 sur mu1 égale à tangente θ2 sur mu2. J'ai H2 qui va se simplifier avec H2, donc tangente θ2 sur mu2. Voilà. D'où la relation tangente θ1 sur tangente θ2 égale à mu1 sur mu2. Relation valable pour une interface dépourvue de courant réel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de courant surfacique à l'interface. Donc, c'est une application, si vous voulez, un exercice qui porte sur les relations de passage. Il faut bien refaire la démonstration. Voilà. Là aussi, une application vous demande en déduire, c'est toujours la continuité de l'exercice, en déduire que pour un milieu LH est entouré du vide, voilà, vous avez un milieu LH et vous avez la matière, c'est le milieu avec mu1, et là vous avez le vide avec mu0, bien sûr, la perméabilité. Montrer que les lignes de champ de B s'approche de la normale en quittant le milieu 2. S'approche de la normale. Donc, vous avez mu1 qui est supérieur à mu0. Montrez donc que les lignes de champ de B et de H se rapprochent de la normale du côté vide. C'est-à-dire, vous avez une ligne comme ça qui subit une réfraction et qui s'approche de la normale. Donc, il subit une réfraction en quittant en traversant l'interface. Alors, vous le montrez. Comment le montrer? Eh bien, là, vous tracez la continuité de B1 qui doit s'arrêter à ce niveau-là. Donc, voilà, ils doivent avoir la même composante normale. Voilà. Il doit avoir la même composante normale que B2. Là, j'ai translaté B1 parallèlement à lui-même. Je l'ai ramené ici. Voilà. J'ai translaté B1 parallèlement à lui-même. Et je l'ai ramené là. Vous avez B1. Et donc, θ1, c'est donc cet angle. S'approcher de la normale, ça veut donc dire que θ1 doit être supérieur à θ2. Or, tangente θ1 sur θ2 égale à mu1 sur mu2. Mu1 est supérieur à mu0, donc mu1 sur mu0, donc vous avez mu1, la perméabilité de la matière est toujours supérieure à la perméabilité du vide. Donc, sauf pour les milieux diamagnétiques, donc on va le voir. Donc, en général, là, on parle
de milieux à aimantation notable, c'est des milieux, c'est des fers d'eau. Donc, on considère. Donc là, je considère un milieu qui n'est pas diamagnétique. J'ai donc cette relation, j'ai mu 1 sur mu 0 qui est supérieur à 1. Voilà. Donc, je déduis que θ1 est supérieur à θ2. Donc, en quittant de la matière vers le vide, les lignes de champ se rapprochent de la normale. Elles se rapprochent de la normale. C'est ça donc la réponse. C'est ça la réponse, c'est ce schéma-là qui répond. Donc, j'ai translaté B1 parallèlement à lui-même pour ramener son origine en haut. Et je retrouve donc mon vecteur B1. L'angle que fait ce vecteur avec la normale, là vous avez ici la normale, c'est donc θ1. J'ai écrit la relation qui est déjà établie dans le volet 1 de l'exercice, à savoir tangente θ1 sur tangente θ2 égale à mu1 sur mu0. Mu1 est supérieur à mu0, je considère un milieu qui n'est pas diamagnétique, un milieu à aimantation notable, un fer doux, un ferromagnétique doux, qu'on va le voir. Et là, j'ai donc θ1 qui est supérieur à θ2. C'est ça donc la démonstration que les lignes de champ de B et H se rapprochent de la normale côté vide. Alors, une autre application des relations de passage pour le champ B, montrer que le champ B par application des relations de passage que les lignes de champ de B sont toujours des courbes fermées. Montrer par application des relations de passage, donc application de relations de passage pour le champ B. Donc, on a B à N est égal à B de N. Montrer que les lignes, qu'en appliquant cette relation, on montre que les lignes de champ de B sont toujours des courbes fermées. Eh bien, je considère un petit faisceau donc, de lignes de champ avec une petite section donnée. Au niveau de chaque section, donc j'ai toujours B1N, j'ai toujours la composante normale de B de ce côté-là, qui doit être la même que de l'autre côté, la composante normale à la section. Eh bien, ce que j'ai ici, je dois avoir là. Donc, si je considère que la ligne de champ s'arrête là, eh bien, je vais avoir un champ qui est nul, qui n'est pas nul ici et qui est nul de l'autre côté. C'est impossible. C'est impossible. Ce que j'ai ici, je dois avoir là. C'est pour cela que je suis obligé donc d'avoir une continuité. Donc, j'ai toujours la continuité de la composante normale de B. Donc, la ligne de champ de B est toujours une courbe fermée. Donc, les lignes de champ de B, sont toujours des courbes fermées. Montrer que le champ B ne peut jamais s'inverser tout au long de sa ligne de champ. Application 1, donc les lignes de champ de B sont toujours des courbes fermées. Comme application 2, montrer que les lignes de champ de B, ou bien le champ B ne peut jamais s'inverser tout au long de sa ligne de champ. Donc, le champ B ne peut jamais s'inverser, ne peut jamais inverser son sens inverser ou bien le sens, voilà, sens de B ne peut jamais s'inverser au long d'une ligne de champ, Montrer que le sens de B, autant écrire les choses d'une manière
une application des relations de passage. Le sens de B ne peut jamais s'inverser tout au long d'une ligne de champ. Eh bien, je prends cette ligne de champ. Si je suppose par exemple que de ce côté-là, j'ai B qui est dirigé comme ça et que de l'autre côté, il s'inverse, eh bien, ça veut donc dire que B1N égale à moins B de N. Si je considère ce côté-là 1 et de l'autre côté 2, donc je vais avoir B1N égale à B de N, ce qui est faux. Donc, je dois toujours avoir, si B1N est dirigé comme ça, eh bien, je dois avoir B de N dans le même sens. Donc, la ligne de champ ne peut jamais s'inverser. Donc, je suppose qu'il s'inverse, je me retrouve en contradiction avec la relation de passage. C'est bon? Voilà donc la démonstration. Donc, les lignes de champ de B ne peuvent jamais s'inverser tout au long d'une ligne de champ. Voilà comme application sur ces relations de passage. Un petit rappel sur les milieux linéaires homogénéisotropes. Quelle est la relation qui relie B à H? La relation générale, quel que soit le milieu, H est égal à B sur mu0 moins M. Voilà la relation générale. M, c'est l'aimantation. Maintenant, pour des milieux LHI, vous avez cette relation qui est vraie, à laquelle s'ajoute cette seconde relation. Voilà. Donc, pour un milieu LHI, B est égal à mu fois H. Mu, c'est la perméabilité magnétique absolue du matériau. Mu s'écrit toujours sous forme de mu0 fois mu R. Mu0, c'est 4π10 moins 7, c'est la perméabilité unité, c'est la perméabilité magnétique du vide. Mu R, c'est la perméabilité magnétique relative. Donc, relation générale, cette relation-là, elle est générale, quel que soit le milieu, celle-là, uniquement, particulièrement pour les milieux LHI, particulièrement pour les milieux LHI. Voilà. Donc, pour tout milieu aimanté, on a ça, qu'il soit LHI ou non. Il est général. Si le milieu est LHI, on a en plus de cette relation celle-là. Donc, je reprends la formule générale dans laquelle, s'il s'agit maintenant d'un milieu LHI, j'utilise la relation générale dans laquelle je remplace B par mu H. C'est ce qu'on a fait ici. J'ai repris la relation générale et j'ai remplacé B par mu H. Je déduis alors M en fonction de H, manipulation simple. Mu, je remplace mu par mu0 mu R et je simplifie par mu0. Je trouve donc M, l'aimantation. Pour un milieu LHI, j'ai l'aimantation qui est égale à mu R moins 1 fois H. Or, mu R moins 1, c'est la susceptibilité magnétique du milieu. Donc, c'est qui M? Et j'obtiens donc la relation dans un milieu LHI, la relation qui relie l'aimantation au vecteur excitation magnétique H. Voilà, relation qui relie l'excitation au vecteur excitation, qui relie l'aimantation au vecteur excitation magnétique H. L'aimantation, c'est la susceptibilité fois H. Pour les milieux LHI, à chaque fois que vous parlez de la susceptibilité ou de mu, sachez qu'il s'agit d'un milieu linéaire ou linéarisable. On va voir donc la distinction. Donc, mu R n'est valable que pour des milieux LHI ou des milieux considérés approximativement ou des milieux approximés, non LHI, mais approximés à des milieux LHI. C'est le cas des fers doux qu'on va voir donc après. Voilà, pardon.
Voilà, cette relation est une relation importante. M égale à qui M fois H. Suivant la valeur de qui M, comme on va le voir, on va distinguer les trois classes de matériaux, du point de vue magnétique. On va voir ça après. C'est là. Voilà. Maintenant, quel est le lien entre les courants de conduction et les courants d'aimantation dans un milieu NHI? Quel est le lien entre les courants de conduction et les courants d'aimantation dans un milieu NHI? Eh bien, dans un milieu NHI, vous avez M égale à qui M fois H. Vous prenez la rotation des deux termes. Voilà. Donc, vous avez M égale à qui M fois H. Dans un milieu LHI, bien sûr, cette relation n'est valable que pour un milieu LHI. Je prends la rotation du terme, M c'est l'aimantation, H c'est l'excitation magnétique. Vous prenez la rotation du terme, vous aurez rotationnel de M égale à qui M rotationnel de H. Or, rotationnel de M c'est JA. Rotationnel de H c'est JL. Je me considère toujours en statique. Donc, dans un milieu aimanté LHI, un milieu aimanté LHI ne peut siéger des courants d'aimantation volumique en l'absence de courant volumique réel. En l'absence de courant réel. Donc, je ne peux avoir de GA si je n'ai pas GL dans un milieu LHI. Donc, les courants volumiques ne peuvent exister au sein d'un milieu LHI, sauf les courants volumiques d'aimantation ne peuvent exister que s'il y a déjà des courants volumiques de conduction, des courants volumiques réels. Donc, un milieu, voilà, un barreau LHI par exemple, un barreau LHI, voilà. S'il n'y a pas de générateur qui donne un courant réel, si I est égal à 0, je ne peux pas avoir donc IA. Donc, je ne peux pas avoir, si IL est égal à 0, alors IA est égal à 0. S'il n'y a pas de courant de conduction fourni par un générateur, je ne peux pas avoir GA. Je ne peux pas avoir donc de courant IA, de courant d'aimantation. C'est ça donc la signification. Dans un milieu LHI, mais je peux avoir des courants surfaciques. Dans un milieu LHI, si IL est égal à 0, automatiquement GA ou bien IA est égal à 0. Bon, si GL est égal à 0, s'il n'y a pas de courant réel, je ne peux pas avoir de courant d'aimantation volumique. Le courant total, c'est GA plus GL. Vous remplacez alors GA par, voilà, donc vous remplacez GA par mu R moins 1 fois GL. Entre parenthèses, donc, mu R moins 1 plus 1, ça donne mu R fois GL. Donc, le courant total, vous pouvez l'exprimer soit en termes de GL, c'est mu R, ou alors, ça c'est le courant total, c'est GA plus GL. Mais la relation qui relie les deux, c'est celle-là, qui relie GA à GL. Maintenant, si vous voulez le courant total, c'est la somme, c'est le courant d'aimantation plus le courant de conduction. En termes de GL, vous avez mu R, et en termes de GA, vous avez mu R sur mu R moins 1, ou alors mu R sur qui M. Donc, notez bien cette relation qui existe dans un milieu LHI entre les courants volumiques, là je parle de courant volumique, entre les courants volumiques d'aimantation et le courant volumique
de conduction. Et là, vous avez ici un exercice. Vous êtes appelé à réfléchir et à répondre à cet exercice-là. Là, j'ai un barreau conducteur fait d'un matériau linéaire homogène isotrope, fait d'un milieu LHI, et j'envoie un courant réel IL. IL, donc j'ai mon générateur ici. Là, j'ai la masse de ce côté contre de l'autre. Ça revient donc à relier ça par un fil. Ça revient au même. Donc, grâce au générateur de force électromotrice V, j'ai appliqué un courant I réel égal à 1 ampère. Alors, je vous demande de déterminer GL. C'est quoi GL? C'est un courant réel. C'est quoi GL? Sachant que le conducteur est un conducteur plein cylindrique de rayon de base grand R. Alors, je réponds à la question, c'est quoi GL? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous avez une idée? Donc, vous avez I égale à l'intégrale sur la section du conducteur, section S du conducteur de JDS. Voilà. Je suppose que les lignes de champ sont uniformément réparties donc, et que J est constant. Donc, je le mets donc à l'extérieur de l'intégrale. Donc, c'est J fois S. C'est donc J fois pi R carré. Et je déduis alors J égale JL, là c'est IL, le courant réel, JL, voilà, tout simplement, je sais la densité du courant volumique, donc c'est I, tout simplement, sur pi R carré. I sur pi R carré. I, il a pour valeur, c'est un courant réel d'intensité 1 ampère. Voilà donc JL, donc c'est I sur pi R carré. C'est ça donc JL fois UZ, mettons UZ. Bon, cette direction-là, c'est la direction de UZ, mettons. Il s'agit d'un vecteur, donc il faut l'exprimer avec un vecteur unitaire. C'est quoi GA? C'est GL. C'est quoi GA? Donc, vous avez bien la relation dans un milieu LHI, la relation qui relie GL à GA. Mu R-1 fois GL. Très bien. Voilà, c'est ça la réponse. Donc, C qui M fois GL. C'est donc mu R moins 1, si vous voulez, ou bien mu R, voilà, qui M. Alors, JL I sur pi R carré fois UZ. Voilà. Donc, mu R moins 1 fois GL. C'est ça donc la réponse à la question. C'est quoi maintenant le vecteur excitation magnétique dans le matériau? Dans le vide, bien sûr, c'est mu 0 fois, c'est le. Voilà, donc je considère. C'est dans le matériau que je le considère, donc le vecteur excitation magnétique. Eh bien, il faut distinguer suivant la valeur de R. Maintenant, je m'intéresse donc au vecteur excitation magnétique dans le matériau, c'est-à-dire pour R inférieur à R1. Pour R inférieur à R, tout simplement. C'est quoi le vecteur excitation magnétique dans le matériau? Un sur une fois le champ. Mais je n'ai pas le champ. Je ne l'ai pas. On utilise la relation de rotationnelle H est égal à GL. Très bien. Très bien. Rotationnelle de H égale à GL, c'est la relation qu'il faut utiliser.
Donc, je vais donc considérer ici une courbe fermée, un cercle centré sur OZ. OZ, c'est donc cette direction-là, et de rayon petit r. Voilà donc ma courbe fermée. Pardon, courbe fermée, ou bien gamma. Et je calcule la circulation de H le long de cette courbe fermée. Le long de gamma, en général, le long de C, je l'ai noté C, CF, courbe fermée. CF comme courbe fermée. Donc, c'est le flux à travers la section, c'est-à-dire à travers cette surface, la surface délimitée par la courbe fermée. Voilà, le flux à travers cette section de rotationnel de H ds. Voilà, à travers la surface S en jaune, c'est-à-dire la section, ce qui est en jaune, c'est-à-dire les lignes de champ du rotationnel qui traversent cette section. Je remplace maintenant le rotationnel par son expression. Ça me donne le flux rotationnel de H du JL. Voilà le flux à travers S, assuré en jaune toujours. Eh bien, ça me donne JL fois pi r carré, tout simplement. JL constant. L'intégrale sur S de ds, donc ça me donne pi petit r au carré. Et la circulation, je sais que H est constant. H est constant sur la courbe fermée. Voilà, vu la symétrie, donc H est constant. Je déduis alors la circulation a pour valeur 2 pi r, c'est-à-dire je mets H à l'extérieur, j'enlève les vecteurs. Donc, H est constant et j'intègre dl, c'est-à-dire c'est la longueur de la courbe fermée, c'est 2 pi fois r. Elle est de rayon petit r. Là, j'ai le rayon petit r. Voilà. Donc, c'est 2 pi r fois h de r qui est égal à ceci. Voilà, vous avez donc, on n'avait qu'à remplacer, vous avez h de r. Vous avez donc h de r qui est égal à 1 sur 2 pi r. 1 sur 2 pi r multiplié par JL, c'est-à-dire I sur IL. Maintenant, vous pouvez mettre I0 si vous voulez. IL, c'est I sur pi R au carré. I, c'est le courant envoyé par le générateur. I égale à 1 ampère, c'est un courant réel. Mettons-là donc, voilà, JL fois pi R au carré. Voilà, vous simplifiez. Pi, voilà, qui va sauter. Voilà. Alors, 1 sur 2 pi R fois JL et sur pi R carré fois pi R carré fois la surface. C'est ça. Eh bien, c'est ça donc le... Voilà. Qu'est-ce que j'obtiens? C'est 1 demi, 1 sur 2 pi. Donc, H de R est donc égal à 1 sur 2 pi. Voilà. Ou alors, vous avez ce 1 sur 2 pi I. Là, vous avez simplifié par R sur R carré fois R fois quelle direction? Si je mets maintenant le vecteur H, quelle direction? Fois U θ. Fois U θ, vous avez H qui est tangent à la courbe.
Voilà, H qui est tangent à la courbe. Voilà, vous avez H qui est tangent à la courbe. Donc, c'est bon. Donc, je simplifie par pi. R, donc 1 sur 2 pi, I sur grand R carré. R, c'est ça, oui. Donc, c'est bon. Vous avez donc le vecteur H. Il est dirigé suivant Uθ. Là, il est dirigé suivant Uθ. Donc, pour le schéma, donc, je sais pas si, voilà. Vous avez donc cette courbe que j'ai présentée ici. C'est cette courbe-là. Vous avez l'axe Z qui est dirigé comme ça. Vous avez votre vecteur H qui est tangent H de R. Voilà, il est dirigé suivant θ. Vous avez le vecteur UR qui est dirigé comme ça, UR. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est Uθ. Voilà. Voilà, donc, pour ne pas encombrer la figure. Voilà. Ce point-là, c'est le point. Voilà, ce point, ça correspond bien à ce point-là. Et vous avez donc le rayon petit r. Petit r. Voilà, vous avez H. C'est ça donc Uθ, il est dirigé comme ça, Uθ. Et c'est quoi l'alimentation? C'est quoi l'alimentation M? Voilà, donc on a répondu à la question. Dans un milieu élargi, la relation qui relie JL à HJA. C'est quoi donc l'alimentation? C'est quoi l'alimentation M? Monsieur, c'est M. Quelle est la relation qui relie les mots H alimentation? C'est fois H. Qui M fois H? Exactement. Exactement. Donc, c'est qui M fois H. Donc, vous avez M qui est égal à qui M fois H. Donc, on l'a ici. Voilà. Vous avez M qui est égal à qui M fois H. Donc, M est égal à qui M fois H. M, c'est qui M fois H. Donc, c'est mu R moins 1 fois H. Je remplace H par son expression. 1 sur 2 pi, mu R moins 1 sur 2 pi. Voilà. I sur R carré. R fois Uθ. Voilà. Voilà donc l'alimentation M dans le matériau. Voilà. Voilà l'alimentation M dans le matériau. Voilà, c'est l'application de cette relation-là. Voilà. Lien entre les courants de conduction et d'aimantation dans un milieu élastique. Voilà, donc nous avons vu comme exemple ce conducteur qui est traversé par un courant réel livré par un générateur. Donc ce courant, c'est le courant donné par le générateur. Donc il est d'intensité I égale à 1 ampère. Maintenant, j'ai mis I égale à 1 ampère pour vous dire donc qu'il s'agit d'un courant réel livré par le générateur de force électromotrice P. J'ai maintenant des courants volumiques, il s'agit d'un milieu élastique. Automatiquement, j'ai des courants d'aimantation. Voilà. Un autre moyen pour calculer H, un autre moyen pour vous avez l'alimentation. Bon, un autre moyen, c'est utiliser le rotationnel de H. Rotationnel de H égale HGN.
Et vous pouvez donc déduire H par intégration. Vous écrivez rotationnel de H égale à JL. Vous avez JL qui est connu, il est constant. Vous avez l'expression de rotation en coordonnées cylindriques. Vous intégrez, vous retrouvez la même expression. C'est bon. Est-ce que vous avez des questions avant de passer à autre chose? Maintenant, on aborde l'aspect microscopique du magnétisme. L'origine du champ magnétique, c'est les courants, on avait vu ça, c'est les courants, soit des courants macroscopiques, tels que les courants de conduction dans les circuits, soit des courants microscopiques à l'échelle atomique. Donc, l'origine du magnétisme réside dans l'existence de moments magnétiques induits ou permanents au niveau atomique. C'est-à-dire, chaque électron dans ce mouvement donc, donne ou bien constitue un dipôle magnétique de moment M. Pour l'électron, donc, il a deux moments. Il a un moment qui correspond à ce mouvement autour du noyau. C'est le moment magnétique orbital email. Et un autre mouvement autour de son axe, tout en gravitant autour du noyau, il effectue deux mouvements. Un mouvement de spin qui correspond à la rotation autour de son axe et un mouvement orbital à l'image donc du mouvement de la Terre autour du Soleil. Donc, la Terre ou bien les planètes autour du Soleil, donc, ils effectuent un mouvement orbital, donc, ce qui correspond à l'année. Bon, pendant une année, donc, le mouvement orbital, donc, sa période, c'est une année, alors que le mouvement de spin, donc, sa période, c'est 24 heures, concernant la Terre. Si je m'intéresse à la planète Terre, donc, la période du mouvement orbital, c'est l'année, c'est une année, alors que la période du mouvement de spin, c'est-à-dire la rotation de la Terre autour de son axe, c'est 24 heures. Voilà. Donc, il y a donc ces deux mouvements. Donc, c'est un peu l'image. C'est une image qui est grossière, surtout que le spin n'a pas d'équivalent classique. Donc, il est donné par la mécanique quantique. Donc, la description la plus rigoureuse du spin est donnée par la physique quantique. Voilà, là je schématise donc un électron autour du noyau. Là, vous avez le noyau à ce niveau-là. Donc, il est schématisé ici, le noyau. Voilà. Et là, vous avez l'orbite électronique. Là, vous avez le noyau N, noyau. Là, vous avez l'orbite électronique, qui est le moment magnétique orbital. C'est IS fois N. I, c'est E sur grand T. T, c'est la période de rotation. S, c'est pi r carré, vous avez r, cette distance-là. D'après le modèle de Bohr, c'est un cercle, donc l'orbite est circulaire d'après le modèle de Bohr. N, c'est l'unitaire de la normale à la surface, donc il est dirigé suivant le sens du courant. Le mouvement d'électron est dans ce sens, donc le sens conventionnel, c'est le sens contraire, d'où N qui est dirigé vers le bas. Voilà, donc vous avez le mouvement, le moment orbital qui est dirigé vers le bas, donc vous avez la direction de N. N dépend du sens du courant. Le sens du courant, c'est le sens contraire du mouvement des électrons. Là, on a orienté la vitesse dans ce sens, ça veut dire que I est dans le sens contraire, d'où N qui est dirigé vers le bas. Je multiplie par oméga, qui est la pulsation, au numérateur et au dénominateur. Au numérateur, j'ai donc E oméga, et au dénominateur, j'ai T fois oméga, qui donne 2pi. Oméga T, oméga grand T, c'est 2pi. Voilà, je simplifie par pi, j'ai donc 1 demi, E oméga fois R carré fois N. C'est ça donc le moment magnétique orbital de l'électron. Si vous voulez exprimer ça en termes de la vitesse, vous avez la relation qui relie V à oméga. Oméga, c'est V sur R. V sur R, donc d'où l'expression que vous avez là. Donc, ça, c'est la description du moment magnétique orbital, sans problème. Mais pour le moment magnétique du spin, donc, c'est la mécanique quantique qui répond. Donc, c'est la description classique, donc n'est pas valable pour décrire le moment magnétique du spin de l'électron. La description classique est insuffisante, donc il faut faire intervenir la mécanique quantique.
C'est pour cela que j'ai rien mis ici. Donc, j'ai mis un point d'interrogation. C'est la mécanique quantique qui répond. Donc, je suppose que vous avez vu ça donc, en mécanique quantique. Passons maintenant à la description des matériaux de point de vue magnétique. Jusque-là, nous avons vu donc l'origine du champ magnétique. C'est toujours les courants, soit des courants macroscopiques, tels que les courants de conduction, soit des courants microscopiques à l'échelle atomique. Alors, vous allez me dire lequel des moments est le plus important, le moment de spin ou le moment orbital. Lequel est le plus important? Eh bien, le plus important, c'est le moment magnétique de spin. C'est le moment magnétique du spin qui contribue essentiellement au champ magnétique. Il est plus intense que le moment magnétique orbital. Il est plus intense que le moment magnétique orbital. Donc, vous avez ici cette conclusion. Les propriétés magnétiques de la matière sont essentiellement attribuées aux électrons. Les propriétés magnétiques des corps à forte aimantation, c'est-à-dire les aimants et tout ce qui est utilisé, ou les électroaimants, tout ce qui est utilisé en industrie électrotechnique, donc elles sont dues au moment magnétique lié au spin des électrons. Donc, c'est le moment magnétique du spin qui contribue fortement au champ magnétique. Donc, on peut dire que l'origine du champ magnétique, c'est les spins des électrons. C'est le moment magnétique du spin des électrons. On passe maintenant à la classification des matériaux de point de vue magnétique. Vous avez trois classes. Vous avez les milieux diamagnétiques, les paramagnétiques et les ferromagnétiques. Les milieux diamagnétiques sont des milieux LHI, ainsi que les para. Les ferromagnétiques sont des milieux non linéaires. C'est quoi maintenant un matériau diamagnétique? Le moment, pour un matériau diamagnétique, les atomes ne possèdent pas de moment magnétique permanent. C'est-à-dire que la somme qu'il y a une compensation des moments magnétiques des électrons. Dans un diamagnétique, vous prenez l'atome, le moment global de l'atome, le moment magnétique global de tous les électrons de l'atome est nul. C'est-à-dire qu'il y a une compensation des moments magnétiques des électrons. Donc, regardons globalement le matériau. Donc, le moment magnétique macroscopique est donc nul. Alors, un diamagnétique a des atomes qui ne possèdent pas de moment magnétique permanent. C'est vrai qu'il y a des moments magnétiques. Chaque électron a un moment magnétique. Ou alors, le moment en orbital et un de spin. Mais il y a compensation de ces moments au niveau de l'atome. Donc, l'atome ne possède aucun moment magnétique, d'où cette propriété qui se répercute aussi sur le matériau. Donc, le moment magnétique global macroscopique est nul. Mais sous l'effet d'un champ magnétique extérieur, je prends maintenant un diamagnétique, je le place dans un champ magnétique extérieur. Il s'aimante, mais faiblement. Il donne un champ qui s'oppose au champ excitant, ou bien le champ de l'excitation, ou bien le champ excitateur, si vous voulez. Donc, sous l'effet d'un champ magnétique extérieur, la substance acquiert une aimantation induite M, qui s'oppose à l'effet de ce champ. C'est-à-dire, vous avez un champ, vous appliquez un champ, par exemple, de 10 millitesla. Vous avez dans une région de l'espace un champ de 10 millitesla, vous plongez un diamagnétique, eh bien, vous aurez dans l'environnement un champ de 10 millitesla moins un petit epsilon, moins quelque chose. Donc, l'aimantation est faible, reste faible. Donc, le champ créé par le diamagnétique en présence d'un champ B0 est nul, est pratiquement faible, est très faible. Donc, l'aimantation du moment où il est faible, donc
il n'y a pas un changement global, un changement notable, si vous voulez, pour le champ B0. Donc, B0 reste toujours pratiquement à sa valeur. Donc, en résumé, je plonge un diamagnétique dans un champ B0. Le diamagnétique répond par une alimentation induite qui donne un champ qui s'oppose au champ excitateur. Un diamagnétique linéaire homogénéisotrope caractérisé par un qui M, qui est négatif. Mais c'est 10-5. Une susceptibilité qui est très très faible. Moi, j'appellerais ça un 0-. Voilà, un 0-. Voilà, c'est un 0-. Donc, moins 10-5. Donc, qui M est pratiquement nul. D'où mu R qui est légèrement inférieur à 1. Pour un diamagnétique, mu R c'est qui M. Voilà, c'est qui M plus 1. Mu R c'est qui M plus 1. Mu R c'est qui M plus 1. Donc là, vous avez un 0- pour un diamagnétique, plus 1, donc ça vous donne quelque chose de légèrement inférieur à 1. Donc légèrement inférieur à 1. Donc pratiquement, on a mu égal à mu 0, donc mu R est pratiquement égal à 1. Voilà. Donc mu est à peu près égal à mu 0. Donc pour un diamagnétique, vous le retenez, donc mu R, c'est un milieu LHI avec un mu R qui est pratiquement égal à 1. C'est-à-dire mu du diamagnétique est à peu près égal à mu 0 du bit. Oui? Est-ce que epsilon 0, est-ce que mu R est égal à mu? Mu R, non. Mu R, il n'a pas d'unité mu R. Mu R n'a pas d'unité. Mais mu, il a une unité, c'est l'unité de mu 0. Mu 0 a une unité, c'est 4π-10-7 fois une unité SI. Que vous pouvez déterminer, bien sûr, à partir de la loi de Buty-Savart. Donc, il suffit d'écrire l'équation en dimension et tirer la dimension MKSA. MKSA, donc en fonction du mètre, kilogramme, seconde, ampère. Toutes les formules de la physique s'expriment en MKSA avec des puissances alpha, bêta, gamma et delta. Donc, il suffit donc d'avoir une puissance, donc de déterminer ces exposants, alpha, bêta, gamma et delta. Toute unité de la physique s'écrit sous cette forme-là, avec ces 4 unités principales, mètre, kilogramme, seconde, ampère, avec des exposants qu'il faut préciser suivant l'unité en question. Donc, s'il s'agit de mu R, mu R n'a pas d'unité, c'est une perméabilité relative, c'est mu sur mu 0, mais mu a une unité. C'est l'unité de mu 0, donc utilisez la loi de Buty-Savart, donc écrire l'équation en dimension et vous allez la ressortir. C'est bon? Donc, on diamagnétisme, l'alimentation acquise est faible. La deuxième catégorie des matériaux aimantés, c'est le paramagnétisme. C'est les milieux, plutôt les milieux paramagnétiques. Et la propriété s'appelle le paramagnétisme. Un matériau paramagnétique, contrairement au diamagnétique, il a des molécules qui présentent des moments dipolaires intrinsèques. Il présente des moments dipolaires intrinsèques. Vous prenez l'atome d'un paramagnétique, donc la somme des moments des électrons n'est pas nulle. Donc, il n'y a pas une compensation comme pour les diamagnétiques. Il n'y a pas de compensation. Donc, chaque atome possède un moment effectif dm, ou bien m si vous voulez. Mais l'orientation est aléatoire. Si maintenant vous prenez un certain nombre d'atomes, c'est-à-dire vous prenez par exemple une petite masse dans le matériau paramagnétique, eh bien, le moment global est nul parce que la distribution des moments est aléatoire. La distribution des moments est aléatoire, donc d'où le moment global qui est nul.
en l'absence du champ. Mais en présence d'un champ, les moments s'alignaient. Nous avons vu donc que chaque dipôle va chercher sa position d'équilibre une fois plongé dans un champ. Et la position d'équilibre stable correspond à l'alignement du moment magnétique du dipôle avec le champ. Donc, tous les atomes vont chercher à minimiser leur énergie potentielle en présence du champ B, 0. C'est le champ excitateur. Alors, en présence d'un champ B0, tous les moments, bien les dipôles magnétiques des atomes vont s'aligner avec la direction du champ, vont s'aligner dans la direction du champ pour minimiser leur énergie potentielle en position parallèle. Donc, les atomes d'un paramagnétique ont des moments magnétiques intrinsèques. Il n'y a pas de compensation de moment des électrons au niveau atomique, il n'y a pas de compensation. En l'absence d'un champ extérieur, ces moments sont distribués au hasard et l'élémentation macroscopique est nulle. Mais en présence d'un champ extérieur, les moments atomiques vont s'aligner avec le champ pour minimiser leur énergie potentielle, bien sûr, et créer donc un moment magnétique global qui renforce le champ extérieur. Donc, on a une aimantation. Donc, en présence d'un champ extérieur, un matériau paramagnétique acquiert une aimantation. Donc, il se comporte comme un aimant, mais c'est une aimantation qui reste toujours faible. Pourquoi? Parce que qui aime, cette fois-ci qui est positif, ben, il est de l'ordre de 10-3. Le diamagnétique, c'est de l'ordre de 10-5, alors que là, 10-3, l'ordre de grandeur de qui aime. Donc, c'est toujours un 0 plus, un 0 plus cette fois-ci. Donc, c'est toujours quelque chose de faible. Et vous avez toujours μr qui est à peu près égal à 1. Et mu est égal à mu0. Donc, globalement, la conclusion qu'il faut tirer, je ne peux pas compter sur un diamagnétique ni sur un paramagnétique pour avoir une aimantation importante. Donc, c'est des aimantations qui sont très faibles, qui ne changent absolument rien au champ excitateur. Donc, pratiquement, malgré que le paramagnétique renforce le champ excitateur, mais il le renforce d'une manière pas très importante. Donc, le champ ne change pratiquement pas. Donc, un petit epsilon, donc, parce que l'aimantation est faible. Donc, un dia ou un para, donc, ont des aimantations qui sont faibles. Donc, je ne peux pas compter sur un milieu diamagnétique ou un paramagnétique pour créer un champ intense. Pas du tout. Donc, c'est la conclusion pour un paramagnétique comme pour un diamagnétique, l'aimantation acquise est faible et disparaît avec le champ extérieur. Il disparaît aussitôt avec le champ extérieur. Donc, ils ne sont pas intéressants du point de vue magnétique. Je passe maintenant à la troisième catégorie, c'est les milieux ferromagnétiques. Le ferromagnétisme comme propriété, les substances ferromagnétiques sont des substances qui répondent fortement au champ par une forte aimantation. Donc, vous pouvez avoir une substance ferromagnétique qui n'est pas aimantée. Il suffit de la placer dans un champ extérieur. Même s'il est faible, eh bien, le champ qu'il génère, ou bien le champ qu'il donne, suite à, donc le matériau, je peux dire que le matériau répond avec une forte aimantation, même si l'excitation est faible. Donc, vous avez un matériau ferromagnétique qui n'est pas initialement aimanté, vous le placez dans un champ extérieur B0, même s'il est faible, aussitôt, donc, vous aurez un champ qui est intense. Donc, le ferromagnétique crée un champ intense. Donc, il s'aimante fortement. Des substances ferromagnétiques, on peut citer par exemple le fer, le nickel, le cobalt ou le ralliage. Comme on peut le voir, les matériaux ferromagnétiques ne sont pas des milieux linéaires à l'origine, mais par approximation, certains de ces matériaux peuvent être approximés. Donc, pour certains des faibles excitations, ils peuvent être approximés à des milieux LHI. Donc, je répète, les milieux ferromagnétiques ne sont pas des milieux linéaires homogènes isotropes, mais une catégorie de ces matériaux qu'on appellera les fers doux sont
linéaires pour des faibles excitations, peuvent être considérés comme linéaires, comme des milieux linéaires pour des faibles excitations. Et c'est pour ces matériaux que l'on parle de QM, par approximation, pour les faire doux, tout simplement. Pour les faire durs, non. Les faire durs ne peuvent jamais être, ou bien on ne peut jamais les approximer par des milieux linéaires. Voilà, vous avez donc QM qui est très grand, et vous avez donc une aimantation qui est forte. Pourquoi l'aimantation est forte? Parce que si vous regardez par exemple l'intérieur d'un ferromagnétique est constitué par des domaines magnétiques. Chaque domaine correspond à un grand nombre de spins, donc des moments de spin qui s'ajoutent. Il y a un couplage entre les spins. Donc chaque domaine possède un moment effectif qui est intéressant. Voilà. Ça c'est l'intérieur, c'est une vue microscopique si vous voulez, donc d'un milieu ferromagnétique. Voilà, vous voyez, donc il est constitué par domaine. Chaque domaine possède un moment effectif suite au couplage entre les différents constituants, les différents atomes, donc les différents moments magnétiques des atomes constituant le domaine. Donc vous avez un couplage. Dès que vous placez un ferromagnétique dans un champ extérieur, eh bien, les moments magnétiques des domaines s'alignent, ce qui génère une forte aimantation. Donc, c'est grâce au ferromagnétique que l'on a des aimants, parce qu'il crée un champ qui est très intense. Donc, une fois plongé dans un champ extérieur, un ferromagnétique produit un champ important qui peut persister en l'absence du champ, suivant la catégorie donc, du matériau ferro. Donc, on peut retenir la chose suivante. Vous avez QM qui dépend de H, donc c'est des milieux non élargis. L'aimantation et le champ B ne sont plus proportionnels à H. La caractéristique B de H est plus complexe, donc il n'est pas linéaire du tout. Il varie d'une substance ferromagnétique à une autre. Il dépend de l'histoire de l'échantillon. Il y a une grande différence de point de vue caractéristique entre un matériau qui est désaimanté et un matériau qui a subi une première aimantation ou une seconde. Donc, il y a une grande différence. Donc, la caractéristique B de H dépend de l'histoire. Alors, on dit bien qu'un ferromagnétique possède une mémoire. Donc il y a là un effet de mémoire. Donc, la caractéristique B de H d'un ferromagnétique dépend de l'histoire d'échantillon. La caractéristique d'un ferromagnétique non aimanté est complètement différente de celle d'un autre qui est déjà aimanté. En présence d'un champ extérieur B, même s'il est faible, les domaines magnétiques vont s'aligner les uns sur les autres, parallèlement au champ B, et donc générer une forte aimantation M. Donc voilà en gros les trois catégories des matériaux. Donc il y a les milieux diamagnétiques. Les milieux paramagnétiques ne sont pas très intéressants du point de vue magnétique parce qu'ils génèrent une faible aimantation en présence d'un champ extérieur. Mais par contre, les milieux ferromagnétiques sont des matériaux qui répondent fortement au champ, donc ils répondent par une forte aimantation. On va voir qu'ils sont constitués de deux catégories. Une catégorie qui est importante en électrotechnique, c'est les fers doux, et l'autre catégorie, les fers durs, qui permet donc d'avoir des aimants permanents. Donc, les aimants permanents, c'est des fers durs, c'est-à-dire les aimants qui fonctionnent en l'absence du courant. La deuxième catégorie, donc, c'est les fers doux. Donc, on va voir ça par la suite. Donc, maintenant, vous allez vous reposer un petit moment. Donc, on reprend dans un quart d'heure. C'est bon? On reprend donc la deuxième séance à 15h30, au-delà de 15h30, mettons 15h35. Reposez-vous un petit peu, donc prenez le souffle, donc avant de reprendre la deuxième séance de rattrapage. Donc, à très bientôt. Vous pouvez vous reconnecter donc, dans un quart d'heure.